Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 Chrono, ravi de vous retrouver. Au programme ce soir du football, du basket mais aussi du karaté avec nos invités. 85 Chrono, c'est parti. Et pour débuter cette émission, nous parlerons football avec le choc du week-end en National 2, les Herbiers contre Bordeaux, mais également Chaland en National 3, toujours invaincu. Ensuite, nous avons la chance de recevoir en plateau Christophe Bondy et Lola Clochard, vice-championne de France senior et directeur technique et sportif du Fontenay Karaté Shotokan. Shotokan Un peu entre les deux, Shotokan, si on prononce bien. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Et puis un mot ensuite de basket et du rallye Dakar. On va parler aussi du trophée Jules Verne en voile. Et puis on terminera par de l'escalade et de la danse sur glace. Un programme chargé. Et puis évidemment en fin d'émission, un tour d'horizon des classements et de tous les résultats du week-end pour nos équipes vendéennes. Commençons par du football avant de parler de karaté avec vous. Après le match décalé de la semaine dernière, les Herbiers retrouvaient la compétition face aux Girondins de Bordeaux, leader de la poule de National 2. C'est la 15e journée, le premier match donc après plus d'un mois sans jouer, après le 32e de finale de Coupe de France face à Angers. Et puis la première occasion, vous l'avez vu, est bordelaise, mais c'est Bastien Remp qui maîtrise bien cette première intervention. Et malgré la domination bordelaise, ce sont les Herbretais qui se montrent les plus dangereux, même si cette occasion n'ira pas au bout. À plusieurs reprises, ils parviennent à franchir le premier rideau. Girondins et à se projeter vers l'avant, et notamment à la 28e minute sur une action bien menée. Noah Adekalom voit sa frappe contrée qui surprend le gardien bordelais, ça fait 1-0. Et puis quelques minutes plus tard, sur une action similaire, côté gauche, cette fois-ci, Sonny Butro s'essaye à son tour à une frappe de loin. Cette fois, le ballon file directement au fond des filets et permet aux Vendéens de doubler la mise 2-0. Réalisme maximal pour les Herbiers. Et puis avant la pause, Bastien Remp va être héroïque sur sa ligne, 2 arrêts réflexes pour permettre aux siens de conserver un avantage de 2 buts à la mi-temps. Vous l'avez vu, 2-0, mais au retour des vestiaires, juste au retour des vestiaires, les Girondins repartent fort avec cette grosse occasion, le ballon qui roule juste devant la ligne. Les Herbretais, eux, continuent de se projeter en contre avec des situations dangereuses, notamment cette belle frappe d'Arthur Fiquet, bien détournée par le gardien bordelais. La seconde période est plus hachée, avec plusieurs arrêts de jeu et plusieurs blessures de chaque côté. Mais sous la pression constante des Bordelais, la défense herbretaise fait preuve de solidarité et de rigueur, même si ça passe pas loin à chaque fois. Et alors qu'il reste 1 minute 30 de jeu, le verrou herbretais va sauter. Les Girondins vont finir par réduire l'écart. On joue les arrêts de jeu, on est dans le temps additionnel, mais ça sera trop tard pour revenir pour les visiteurs. Victoire 2-1 finalement des Herbiers. Et puis à noter quand même que les Herbiers jouaient sans Jérémy Billy, leur attaquant, et Benjamin Brélivet, tous les deux suspendus. Je vous propose qu'on écoute justement les deux coachs des deux équipes. Les joueurs ont été assez héroïques parce qu'en deuxième mi-temps, on savait que ça allait être compliqué physiquement. Parce que nous on n'avait pas rejoué mais si je reprends le schéma, on a fait une très très bonne première mi-temps, même dans l'utilisation du ballon, dans le jeu, dans les situations, dans les occasions, et on a été pragmatique, on a été bon dans leur 16-50. Et puis en deuxième mi-temps, effectivement on a subi un pressing très soutenu de la part des Girondins, qui montrent qu'ils ne sont pas à la première place par hasard. Et on a vraiment souffert. L'esprit du groupe ce soir a montré que quand on veut, on peut. Ce soir, en deuxième mi-temps, on n'a pas été très très beau, très très bon, mais on a réussi à contenir les assauts bordelais. Malgré les blessures, malgré les suspensions, on a un groupe, et au-delà d'être des très bons joueurs, on a en plus de ça, c'est un groupe qui est soudé. Tout le monde se bat les uns pour les autres, ce qui fait qu'on est une équipe qui est vraiment soudée, et on arrive à garder. Et quand les joueurs qui jouent un peu moins rentrent, ils font le même boulot que les joueurs qui sont là tout le temps, quoi. On aurait dû, parce qu'on a pris le dessus physiquement. C'est normal aussi, l'adversaire, il lui manquait pas mal de joueurs qui ont l'habitude. Ça faisait un mois qu'ils n'avaient pas joué. Je savais qu'on allait prendre le dessus physiquement sur eux. Mais il faut conclure. Je pense que si on le met un peu plus tôt dans la rencontre, et on a les situations pour, on est capable de retourner la rencontre. On le retournera au match retour.
Et donc au classement, cette victoire permet aux Herbretais de revenir, vous allez le voir, à 2 points de leurs adversaires du jour, les Girondins de Bordeaux, mais également Oyonnais qui sont devant, de revenir à égalité de Bordeaux. Et puis à noter, vous le voyez, que les deux équipes ont un match en moins et ça commence à se resserrer en haut de classement. On va descendre d'un cran, on va être en National 3 cette fois-ci. Pour son premier match de l'année, Chaland recevait Saint-Philbert de Grandlieu, dans ce qui s'apparente presque à un derby, on peut le dire. Les Vendéens, leaders et toujours invaincus avant le début de cette journée, veulent enchaîner face à une équipe qui, en face, joue le maintien. Après une entame un peu compliquée, les Chalandais multiplient les occasions sur la cage adverse, mais le gardien Philbertin s'illustre bien. Là, c'est un sauvetage sur la ligne, et puis à la 26e minute, on a encore une nouvelle occasion. Et puis voilà, à la 26e minute, sur cette action, c'est le premier tournant du match. Carton rouge pour Antoine Frechet qui accroche l'attaquant chalandais Jordan Cuvier. Monsieur Varello n'a pas hésité, ce qui va permettre aux Chalandais d'accentuer leur domination. Et ça ne manque pas, 5 minutes plus tard, ballon récupéré, frappe de Valentin Rémy qui ouvre le score. Ça fait 1-0 pour les Chalandais, tout semble aller pour le mieux. Et puis quelques minutes plus tard, c'est Mehdi Mousseni, recrue arrivé d'Alsace, qui est tout proche d'inscrire le 2-0 à la pause. Mais finalement, ça ne fera qu'1-0. Et puis les Chalandais vont rester au vestiaire, ils vont oublier de sortir. Sur un long ballon anodin, Jonas Charpentier se rate et Samy Otaï va égaliser d'une frappe contrée. Pas mal de réussites pour les visiteurs. On joue alors la 47e minute et un quart d'heure de jeu plus tard. Les visiteurs vont même prendre l'avantage sur une relance mal négociée. Alban Dupas, en pur attaquant, permet à Saint-Philbert de mener 2-1. On joue l'heure de jeu et puis un petit peu de chambrage de la part de l'attaquant visiteur. Les Chalandais vont même continuer à subir des occasions. Et là, un bon retour permet aux Chalandais de rester dans le match. Et puis, c'est l'inévitable Jordan Cuvier qui va égaliser sur coup franc, superbe coup franc. Il reste 20 minutes à jouer entre les deux équipes. Il y a 2 partout. Les Vendéens poussent. Et Aboubacar Camara pense donner la victoire à son équipe, mais il est signalé hors jeu. On va en rester là. Dernière occasion pour les Chalandais, mais ça ne rentrera pas. Résultat final 2 partout. Et puis à noter surtout une fin de match tendue. Jean-Paul Montalbetti, défenseur chalandais, qui a pris un carton rouge après le match, donné donc par l'arbitre. Carton rouge que l'entraîneur Nicolas Lemétayer a contesté et le club a posé une réserve pour l'annuler. Je vous propose qu'on écoute justement Nicolas Lemétayer. Sur les 20-25 premières minutes, on se crée quand même 2-3 opportunités, 2-3 situations, ou même après le but, une fois qu'on est marqué, on a un face-à-face aussi avec le gardien. Donc je pense que c'est là qu'on loupe un peu le coche, de pouvoir mener 2-0 à la mi-temps. Et même si effectivement ils étaient peut-être dangereux sur les phases de transition, on avait plutôt contenu cette équipe-là. Et le fait qu'il soit en plus réduit à 10, c'était une première mi-temps, en tout cas pour une première mi-temps de reprise, plutôt quand même intéressante. Les choses qui ne vont pas, c'est sur la reprise. Là, on est absent peut-être dans les têtes, dans la concentration, dans la rigueur, ce qui fait que on se fait punir sur un long ballon et puis ensuite sur un ballon de relance où on se fait contrer. Donc là, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Je pense qu'effectivement, on a eu du mal à rentrer dans cette deuxième mi-temps et c'est là qu'on est mené au score et donc après forcément courir après le score face à une équipe à 10 bien compacte, c'est toujours plus difficile. On voit qu'ils sont dangereux même à 10. Nous on a un petit quart d'heure de flottement et on fait 2 grosses erreurs et on les paye cash. Le compteur tourne, on prend un point malgré tout, on perd pas. Maintenant quand on regarde le match, oui clairement à 10 contre 11 on doit faire mieux. Maintenant si on veut rester en haut, il faut faire tourner le compteur. Donc semaine prochaine, c'est Fontenay. On va là-bas. Ça va être un match très compliqué parce que c'est une très très belle équipe. C'est une victoire pour la vie de groupe. Clairement, aujourd'hui, on est venu chercher chez le leader un point en étant à 10 au bout de 20 minutes. On peut mettre ce 3-1, chose qu'on ne fait pas, et dans la foulée, on prend le 2-2. Après, voilà, les valeurs qui ont été affichées ce soir, elles sont essentielles et on ne parle pas de points ce soir, on parle vraiment de valeurs et d'état d'esprit du groupe. Au classement de cette poule de National 3, Chaland perd donc sa première place, mais reste toujours invaincu avec ce match nul de partout contre Saint-Philbert de Grandlieu. Deuxième, juste derrière eux, le Poiré qui fait la vraie bonne opération de ce week-end en s'imposant 1-0 contre la réserve de Nantes qui était juste derrière. Et puis un petit peu plus bas, on a une belle opération également pour la Châtaigneraie, victorieux 4-3 contre la réserve d'Angers alors qu'il menait 3-0. Fontenay a arraché le nul 1 partout à Panazol. Et puis les Sablés, eux, redescendent dans la zone rouge après leur défaite 2-1 contre
contre Vertou, mais vous le voyez, ils comptent 2 matchs en retard. Et puis chez les féminines, en 3e division, les Lyonnaises se sont imposées 3-1 à Orléans, et puis avec un match en retard, elles sont 8e. On va parler de karaté, on ferme notre page football. Petite question, tiens, football, vous avez suivi la Coupe de France? Il y avait Fontenay en Coupe de France. Ah, mais on était au premier rang parce que le club de football de Fontenay avait fait bien les choses. Il avait invité tout le territoire et tous les sportifs titrés, tous sports confondus de Fontenay-le-Comte. Et donc on était tous à la Beaujoire à encourager notre équipe de foot dont on a été très fiers. C'est une belle soirée, finalement. C'était fantastique. On était très fiers d'eux. Pour revenir sur le karaté ce week-end, on avait les championnats régionaux à Saint-Nazaire. Et puis encore un carton pour le club. Je ne vais pas citer tout le monde. Je ne peux pas. En fait, on n'a pas le temps. L'émission va se terminer. Mais 53 podiums, 22 médailles d'or, 11 médailles d'argent, 20 médailles de bronze. Encore un résultat incroyable. Oui, c'est dingue. C'est au-dessus de tout ce qu'on a fait depuis 20-30 ans. C'était pareil au championnat de Vendée avec 111 podiums. Donc oui, en plus des belles prestations. Même si on n'a pas tout réussi, on n'a pas tout gagné, mais on a quand même gagné beaucoup. On a un groupe fantastique. Donc c'est vrai qu'on est dans une très très belle période pour notre club. C'est la meilleure période de l'histoire du club? Ouais, oui, moi je l'ai présenté comme ça en assemblée générale. Je crois qu'on vit nos plus belles années. Et bon, ça fait longtemps que ça tourne bien quand même, mais à ce point-là, en nombre de podiums, en nombre de performances, oui, ça n'a jamais été à ce niveau. On en a 9 athlètes sur les listes ministérielles de haut niveau et beaucoup de résultats nationaux et internationaux. On brille beaucoup à l'international aussi. Lola, tu y étais, toi, ce week-end à Saint-Nazaire, mais pas peut-être pas en tant que karaté. Non, pas en tant que karatéka, non, j'étais plus là pour l'arbitrage. Donc avec toute ma famille et plein de membres du club, on était là pour arbitrer, pour aider à la compétition, pour qu'elle puisse se réaliser, quoi. Mais t'as pu quand même arbitrer un peu parce que tu disais avant l'émission qu'il y avait trop de karatékas de fontenaisiens. On est tellement nombreux à Fontenay qu'à force ça devenait compliqué d'arbitrer pour les Fontenaisiens qui étaient en arbitre, mais c'est vrai qu'on arrive quand même à s'en sortir avec ce qu'on a, quoi. Ouais, vous avez fait comment pour y aller à Saint-Nazaire? Vous avez réservé un tourbus? En fait, non, ce qui se passe, c'est qu'on est peut-être un des clubs les plus présents sur la scène nationale et internationale. Donc on gère, on finance, on prend en charge tout ça et on fait appel à la mobilisation de chacun pour le départemental et le régional. Donc oui, je pense qu'on a inondé les autoroutes, mais on a vraiment beaucoup de gens investis dans l'arbitrage, beaucoup de gens dans le coaching. Là, il y avait toutes les sections de poussins à vétérans. Donc on a des gros collectifs, mais il y a une belle énergie, il y a une belle motivation. Donc les gens sont heureux d'y aller et de soutenir leurs élèves qui en plus s'amusent et réussissent plutôt bien. Puis on va remonter un petit peu dans le temps. Enfin, à noter aussi, pour clôturer un peu ce week-end, l'école luçonnaise de karaté qui est rentrée avec 7 podiums et 3 médailles d'or, donc pour un deuxième club vendéen. Et puis, alors j'ai un peu de mal à suivre parce qu'il y a eu beaucoup de choses quand je faisais mes recherches. Alors, on a les finales de Coupe de France junior aussi, c'était en fin d'année dernière, avec notamment l'équipe féminine qui s'était qualifiée en finale. On a eu l'Open international en Angleterre, 11 podiums, l'Open du Luxembourg, 8 podiums. Alors ça, c'est un exemple justement de cette belle période, c'est-à-dire que Luxembourg, on y allait souvent. Dans l'histoire du club, depuis 20-25 ans, on n'a jamais fait plus de 6 podiums, là on en fait 8. On a fait des campagnes en Irlande, au Portugal. Là, c'était effectivement en Angleterre. On est revenu avec 11 podiums, dont un titre et Laïs Rousselot. Donc ça, c'est inédit. Et puis, on a toujours eu beaucoup de résultats en équipe. Ça faisait 5-10 ans qu'en combat, on avait un peu des années de disette parce que les autres clubs font des fusions, font des ententes et recrutent les meilleurs mondiaux pour booster artificiellement leurs équipes. Et bien là, malgré tout, grâce à la politique un peu internationale du club, notre équipe va en finale de Coupe de France en battant les meilleurs du monde, des gens qui venaient de l'étranger pour renforcer les équipes adverses. Voilà. Maëlys, elle n'est que cadette, elle a gagné la Coupe de France junior en battant la numéro 1 mondiale. Et Laïs Rousselot a battu les meilleurs du monde. Elles font finale individuelle, finale par équipe, 3 finales dans le même week-end. Donc ça, c'est un exemple effectivement de cette période un peu fantastique. Là, on a Damien Delaunay en cadet aussi qui vient d'enchaîner 3 podiums nationaux de suite. Donc tout ça, c'est des jeunes qui sont sur les listes ministérielles d'athlètes de haut niveau. Nawel Aran qui a gagné Lisbonne, etc. Donc on est vraiment dans une période assez magique. Oui. Est-ce qu'il y a 2-3 performances de cette année que vous retenez, que ce soit toi Lola ou Christophe? Alors, ce qui est sûr, Laïs Rousselot fait un parcours exceptionnel et gagné à Londres ce qu'elle fait. Elle a fait finale au Luxembourg. C'est assez incroyable ce qu'elle fait et on a besoin de leaders. Et là, ce que Lola vient de faire en se sélectionnant pour un 3e championnat d'Europe, alors on a eu des champions du monde, des champions d'Europe, des gens qui ont fait des longs parcours en équipe de France, mais quelqu'un qui se sélectionne au championnat d'Europe cadet, puis au championnat d'Europe junior et maintenant au championnat d'Europe moins de 21 ans, ça c'est historique pour l'histoire du club aussi. Donc Lola, c'est un peu le leader de...
avec 3 podiums mondiaux en plus. Hein, donc, Justement, qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images-là? C'était des très 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 bons moments. Ouais, c'est vrai que là, c'est les championnats de France seniors. C'était vraiment bien parce que je revenais d'une blessure qui m'avait un peu coupé le début de saison. Et performer au championnat de France senior, ça m'a vraiment fait du bien, que ce soit mentalement, même physiquement. Parce qu'avoir bien perfé, bien avec des bonnes sensations sur un retour de blessure, ça faisait vraiment très, très, très du bien. C'est vrai que oui, c'est vraiment bien. Et en plus, avoir la sélection, décrocher la sélection derrière, c'est vraiment l'apothéose du championnat de France senior, quoi. Et toi, sur cette année 2025, qu'est-ce que tu retiens? Quelle est ta meilleure performance selon toi ou ton meilleur souvenir? C'est peut-être pas forcément ta meilleure performance. Je pense que mon meilleur souvenir et ma meilleure performance, c'était en Croatie. C'était à Porek, où j'ai fait du coup 3e à la Youth League mondiale de Porek. Et une très bonne performance, que ce soit au niveau des sensations de ce que j'ai produit à la compétition et même au niveau du voyage qu'on a fait tous ensemble. C'était vraiment un des meilleurs séjours qu'on a fait avec tout le groupe Youth League. C'était très très bien. On en reparlera juste après parce qu'il y a Chypre qui arrive, les championnats d'Europe qui arrivent le mois prochain. On va passer au basket, mais on revient tout à l'heure. On parlera de karaté. On va faire une petite parenthèse de basket avec Chaland qui restait sur 13 défaites consécutives en Élite 2 et qui recevait Vichy, un club du haut de tableau. Et puis à noter pour ce match l'absence du coach Sébastien Lambert sur le banc, qui est remplacé par Miguel Relais, son adjoint, et Maxime Bureau. On lui souhaite un bon rétablissement à Sébastien Lambert. Le match commence bien pour les Chalandais qui réussissent à poser des problèmes à cette équipe de Vichy. À la fin du premier quart-temps, les deux équipes se quittent presque à égalité. 21 à 21 plutôt pour les joueurs de Vichy, pour les visiteurs, avec donc un tout petit point de retard pour Chaland. C'est dans le deuxième quart-temps que l'écart va commencer à se creuser, un quart-temps très peu prolifique pour Chaland, qui souffre de maladresse, les mains qui glissent. C'est un petit peu plus compliqué, on sent qu'ils sont en manque de confiance, les Chalandais, qui inscrivent seulement 8 petits points et se retrouvent avec 7 points de retard à la pause. 35 à 28, voilà ce que je vous disais, à l'image de cette action où ils vont être sanctionnés juste derrière, mais 7 points de retard à la mi-temps, rien n'est joué, surtout face à cette équipe de Vichy, je vous le disais, qui joue le haut de tableau. Et puis au retour des vestiaires, les Chalandais font preuve d'un peu plus de caractère. Ils vont élever leur niveau de jeu et se montrer plus agressifs offensivement, notamment au niveau des rebonds. Ils vont aller les chercher, ces rebonds offensifs. À la fin du troisième quart-temps, ils reviennent à seulement 4 points et n'ont jamais été vraiment largués dans ce match, toujours restés autour des 5 points de retard. C'est dans le dernier quart-temps que les Chalandais continuent de mettre la pression et reviennent même à égalité, 58 partout à quelques minutes de la fin. Et puis le tournant du match sur cette action, Chaland qui récupère le ballon, vous l'avez vu, Abdelkader Silla, et puis l'action se termine par un 3 points, mais l'arbitre siffle juste avant le 3 points, le panier est annulé, ce qui aurait permis à Vichy de rester, de revenir à 1 point de Vichy, le joueur donc visiteur qui était allongé, et puis dans la foulée, donc Chaland reste à 4 points, si vous suivez bien, et dans la foulée, c'est Vichy qui va sanctionner 2 paniers à 3 points, les visiteurs vont s'envoler au score et les Chalandais vont tenter de recoller, mais c'est trop tard, le plus gros écart du match est atteint, 13 points de retard, 79 à 66, les Chalandais qui ont vraiment, comme je vous le disais, jamais été distancés dans ce match, et puis une deuxième victoire qui se fait toujours attendre. Je vous propose qu'on écoute les acteurs du match. On est dans le match jusqu'à la fin, l'écart il est sur la fin de match parce qu'on joue et qu'on continue d'essayer d'espérer de revenir dans ce match-là, et c'est ce qui crée un petit peu l'écart parce qu'on ne score pas à ce moment-là du match, mais l'écart il est pas de 13 sur toute la durée. On y est, on est dedans. Après il manque je pense un petit peu encore de folie pour un match à domicile. Il faut qu'on mette un peu plus d'ingrédients là-dessus. Et puis comme je disais aux gars, le match il se perd sur les rebonds off très clairement aujourd'hui. On en concède trop. C'est pas facile, c'est pas facile, c'est définitivement c'est pas facile. Personnellement, je sais que en tant que joueur, c'est la première fois de traverser une épreuve pareille. L'organisation, j'imagine, tout le monde. Mais bon, on écrira un livre de ça un jour. Et ce qui est cool, c'est que on a encore plein de matchs devant nous et on espère pouvoir changer encore les choses. Donc si on était au dernier match, j'allais te dire que c'est plié, mais non, c'est pas plié. Donc c'est ça qui fait la beauté aussi du basket. Faut trouver les réponses, faut trouver les solutions et on sait jamais. Bon, il y a un peu des deux, hein. Il y a un peu nous qui avons réussi à avoir, comme tu dis, un semblant de maîtrise, et un peu
Chalon rattrapé un peu par ses démons, un peu de nervosité et qui a commis quelques erreurs. Donc l'équilibre, enfin le mix des deux fait qu'on a réussi à inverser un peu ce momentum. Mais comme d'habitude, Chalon est dans tous les matchs et on n'a pas échappé à la règle. Ils ont été encore dans le match jusqu'au bout et ils ont proposé quelque chose d'assez sérieux. C'est vraiment quelques séquences qui leur coûtent le match et tant mieux pour nous. Mais dans tous les cas, c'est une équipe qu'on ne sent pas du tout abandonnée, cette équipe de Chalon. Donc voilà, moi je leur souhaite le meilleur pour la suite. Je ne sais pas de quoi sera fait la deuxième partie, je ne pense pas que c'est mort pour eux. Mais c'est sûr que maintenant ils doivent continuer à enchaîner les matchs. C'était donc le dernier match de la phase allée d'Élite 2. Et donc on va le voir au classement. Chalon est toujours dernier à la fin donc de cette phase allée avec une petite victoire, 4 points, 15 victoires de retard. Vous le voyez sur Quimper qui est 19e. Il va falloir aller chercher des victoires dans cette phase retour. On va descendre d'un échelon en National 1. Les Sablés restent dans le top 7. Ils sont 6e malgré leur défaite à Chartres 68-62. Chartres qui est 11e, donc qui est un peu plus bas au classement. On redescend d'un échelon en National 2, toujours chez les hommes. Montaigu a concédé un nouveau revers à l'extérieur, 64-55. Il reste 7e dans le ventre mou, pile au milieu de cette National 2, de cette poule B. Et puis toujours en National 2, mais cette fois côté féminin. Le Smash redescend plutôt du podium avec sa défaite 70-57, tandis que les espoirs, les jeunes lyonnaises, sont elles toujours 9e. Un petit mot du Dakar, forcément, qui s'est achevé ce samedi, et nos deux Vendéens qui ont terminé le rallye. D'abord Ronan Chabot et son copilote Gilles Pilot qui ont terminé l'épreuve à une très belle 25e place. Et puis tandis que Thierry Bétis sur sa moto a lui achevé ce rallye à la 76e position. Et justement, je vous propose qu'on l'écoute. C'était à l'arrivée, c'était samedi. C'est bon, jusqu'ici c'est fait, je suis bien arrivé. Sur le Dakar 2026, et ben voilà, je vais monter sur le podium là, dans peu de temps. Et gros Dakar, ce qui n'est pas facile tous les jours, mais bon, il fallait trouver un bon compromis dans tout ça. Et ben, c'est ce que j'ai réussi à faire, donc je suis super content. J'ai encore vécu une expérience incroyable. J'ai rencontré en Malmoto, on était 9 Français cette année, des super mecs, on a bien sympathisé. Donc ça c'est bien enrichissant, c'est vraiment sympa. Donc voilà, merci à tout le monde et puis on se voit très vite. Salut. Autre épreuve, mais cette fois-ci sur l'océan et non sur la terre, le trophée Jules Verne, ce défi qui récompense le tour du monde à la voile. Donc c'est le tour du monde le plus rapide en équipage, sans escale et sans assistance. Et la team Sodebo de Thomas Coville avec son équipage ont franchi la nuit dernière l'équateur avec 20 heures d'avance sur le record du monde. Écoutez. Nous voilà dans l'hémisphère nord à, je crois, 3 heures du matin, avec une grosse vingtaine d'heures d'avance sur le fantôme d'Idec. Ça fait pas beaucoup en termes de distance en milles, ça fait un peu plus de 200 000, je crois 220 000. En revanche en temps, c'est une avance qui est tout à fait honorable. On est très content de cela. On tablait sur un minimum de 24 heures, on est à 21 heures. Les conditions devant s'annoncent plutôt favorables, on va dire, dans l'Alizé. C'est un soulagement d'être dans ces temps-là à l'équateur avec un nouveau temps de référence au retour. Et puis un petit mot d'escalade, on en parle peu ou pas dans cette émission. Ce samedi à Belvigny, Belvigny accueille la première étape de la Coupe des jeunes grimpeurs vendéens. 140 jeunes DU11 au U17 étaient réunis pour lancer cette compétition au niveau départemental. C'était 6 rendez-vous au total. En Vendée, il faut savoir que le nombre de licenciés a doublé en 5 ans et les clubs se multiplient un peu partout, à La Roche, ici à Belvigny. Et les infrastructures qui peinent à suivre, justement, je vous propose de les écouter. Donc c'est une salle qui est partagée entre le handball et le badminton. Ça nécessite d'avoir des créneaux et nous, on ne peut pas faire de l'escalade quand il y a des buts de hand, parce que si je suis dans le dévers, ça peut vite provoquer un accident assez grave. Et on est obligé de partager avec les autres clubs. La ville fait ce qu'elle peut, la mairie de Belvigny fait ce qu'elle peut pour nous proposer des créneaux, mais il ne faut pas qu'on défavorise les autres clubs à côté, parce qu'on a tous besoin de créneaux et de pouvoir faire du sport. Et tous les ans, on refuse une quarantaine de jeunes que je propose sur les autres murs à côté, mais qui sont pleins aussi. Donc un sport individuel, mais en réalité très collectif. Et je ne sais pas si vous avez pu voir, mais effectivement aujourd'hui, systématiquement, les jeunes, ils s'encouragent. En fait, ils se battent contre eux-mêmes, ils ne se battent pas du tout contre les autres. Et ça, c'est très agréable et c'est quelque chose qu'on remarque y compris au très haut niveau, en fait. Donc c'est un sport qui porte vraiment ces valeurs-là.
qui porte des valeurs de compétition, mais qui porte aussi des valeurs, j'ai envie de dire, d'extérieur, de fraternité, etc. Et c'est un très beau sport, effectivement, de communion, j'ai envie de dire, parce que tout le monde, quand il y a un grimpeur qui arrive presque en haut, etc., j'ai envie de dire, tout s'arrête. Et puis, tout le monde regarde effectivement ce grimpeur pour voir s'il arrive à aller en haut. Et c'est quand même, ça porte des valeurs effectivement importantes et plutôt bienveillantes. Et ce week-end également, à la patinoire Arago à La Roche-sur-Yon, il n'y avait pas le Hougli, pas de match du Hougli, mais le trophée Glacion, une compétition interrégionale de danse sur glace, compétition à part entière où les sauts sont interdits. C'est différent du patinage artistique. 170 patineurs âgés de 5 à 18 ans étaient réunis pour cet événement organisé pour la première fois par le club lyonnais à ce niveau. Compétition qui fait écho à l'actualité, forcément avec le sacre européen ce week-end du couple Cizeron-Fournier-Baudry, à quelques jours des Jeux Olympiques. Un peu de stress avant, mais pendant beaucoup d'amusement, de prendre de plaisir surtout, et très contente à la fin. C'est un programme que j'avais l'habitude de mieux réussir à l'entraînement, mais bon, avec le stress, je pense que ça joue un peu. Et par contre, mon coach, très content, donc assez satisfaite. On est sur le, comme on dit, sur le terrain depuis le mois de septembre en préparation. Parce que voilà, on accueille là quand même actuellement donc 170 patineurs quasiment. Donc ça organise, c'est une très très grosse organisation. Donc une très grosse logistique aussi également pour l'accueil également des jurys, des patineurs aussi également. Là c'est quand même un gros enjeu aussi parce que là on a eu pas mal de patineuses également aussi du club auxquelles c'était vraiment leur première compétition aussi également. Donc pour elles ça leur a fait vraiment un gros challenge pour lequel aussi déjà elles se préparent depuis le mois de septembre. Nos patineurs sont présentés sur leur patinoire avec d'autres patineurs de d'autres clubs. De toute la ligue et donc on a eu pas mal de résultats, de bons résultats chez nos petits, voilà, de très bons résultats chez nos jeunes et donc on est très satisfait parce qu'on a eu quand même de nombreux podiums. On peut être émerveillé par notamment des très jeunes qui peuvent vous faire déjà des Y, qui peuvent vous faire déjà des belles pirouettes, de bonnes prestations avec des beaux programmes et même certains arrivent complètement à danser complètement leur musique, donc voilà, c'est fantastique quoi. Ils arrivent à bien progresser et à montrer tout ce qu'ils savent faire. Je vous propose qu'on revienne au karaté. On a parlé du club tout à l'heure, on va parler peut-être un peu plus de toi, Lola, forcément, à l'approche des nouveaux championnats d'Europe à Chypre, c'est le mois prochain, c'est 7 février, c'est ça, ça commence le 7 ? Comment tu te sens à un peu moins d'un mois de partir ? Très sereine, très très sereine. Maintenant que c'est mon 3e championnat d'Europe, je découvre plus vraiment. En plus, c'est à Limassol, donc c'est un endroit où je suis déjà allée avec les Youth League il y a assez longtemps quand même. Et donc je connais bien l'endroit, je connais bien le concept des championnats d'Europe, je connais bien l'équipe de France. Donc ouais, c'est vrai que là, je suis plutôt sereine. Ouais. Plutôt sereine. Quel objectif tu te fixes ? L'objectif, ça a toujours été de gagner, de faire championne d'Europe. Ouais, c'est vraiment ce que je vise, quoi. Christophe ? Oui, mais je pense qu'on sort d'un entraînement où le maître mot, c'était la sérénité, justement. Et elle a déjà fait 3 podiums mondiaux. C'est son 3e championnat d'Europe. Et comme je l'expliquais, on a quand même tout un programme de préparation de nos athlètes vers l'international pour réussir au niveau national. Donc aller à Chypre... Bon, pour quelqu'un, ça peut être elle y est allée au moins 5 ou 6 fois, elle connaît par cœur l'île aux chats, elle m'a informé en larmes l'an dernier, mais il paraît qu'il n'y a plus de chats à Chypre, etc. Elle a l'impression d'aller chez elle, quand elle arrive en championnat d'Europe ou en équipe, elle se sent chez elle, quand ils vont sur le circuit international, ils ont fait tellement de compétitions internationales avec le Fontenay Karaté Shotokan que c'est leur univers, quand ils voient un champion gagner un tournoi mondial, ils disent mais cette fille-là, je l'ai battue. Donc voilà, il y a une vraie sérénité, ça ne veut pas dire forcément qu'elle va gagner, mais elle sait qu'elle est capable de gagner. Et oui, l'objectif, ce serait de gagner, bien sûr, mais je crois qu'elle se projette beaucoup plus loin, parce qu'elle est bien dans ses baskets, elle est sereine, et elle vise beaucoup plus que ces simples championnats d'Europe pour les années qui vont venir. Mais justement, jusqu'où tu te projettes ? Parce que tout à l'heure, pour préparer l'émission, je regardais ton palmarès. Championne de France junior, championne de France des moins de 21 ans, vice-championne de France senior, 3 fois médaillée mondiale en Youth League. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, mais jusqu'où tu veux aller ? Jusqu'où tu vas aller ? Déjà au niveau national, je voudrais gagner les championnats de France seniors. Et après, pour l'international, juste après les championnats d'Europe, il y aura les championnats du monde 2026. Donc je vise la sélection et le podium derrière. Rien que ça. Ah oui,
Là, elle a commencé l'année, on est parti en Autriche faire la Série A mondiale senior pour ses premiers pas en senior, et elle commence le premier match, elle bat la numéro 1 mondiale. Donc voilà, on sait qu'elle est capable, et après elle perd contre une Anglaise, et on vient d'apprendre que l'Anglaise vient de gagner la Série A mondiale en Géorgie pendant qu'elle était en stage. Donc voilà, on est carrément dedans. Dans le haut du panier, quoi, voilà, le niveau. donc il y aura des hauts et des bas, mais on sait qu'il peut y avoir beaucoup de hauts, puis je crois qu'elle va aller le plus haut possible. Donc on est assez serein par rapport à ça, et motivé. Mais où tu te vois dans 3-4 ans ? Dans 3-4 ans, c'est trop loin, peut-être. Non, mais dans 3-4 ans, j'espère que j'aurai réussi à concrétiser un peu plus mes objectifs et d'en avoir des nouveaux pour plus rester sur les mêmes, d'évoluer un peu plus. Peut-être qu'avant 3-4 ans, dans 2 ans, il y a les Jeux Olympiques à Los Angeles, mais je crois qu'il n'y a plus le karaté. Il y a eu le karaté au Japon, et on a eu un champion olympique de karaté qui portait les couleurs de toute l'équipe de France olympique, comme pratiquement tous les karatékas, parce qu'on n'a pas compris pourquoi à Paris il n'y avait pas le karaté. Donc maintenant, il va falloir un petit peu de temps pour y revenir. Mais bon, là, on est en train de parler du niveau mondial moins de 21 ans. Elle est vice-championne de France senior. Elle a tout pour peut-être rentrer en équipe de France senior et viser les championnats du monde senior. Donc ça commence déjà, ça a commencé. On était en Autriche, à rentrer aussi dans le circuit mondial senior. Elle a fini 7e mondial des moins de 18 ans. Donc maintenant, il faut qu'elle fasse partie des meilleurs en senior. Donc déjà les championnats du monde senior. Et c'est vrai qu'elle est jeune. Donc s'il y a un retour du karaté aux Jeux Olympiques, elle fait partie de ces jeunes qui pourraient être de cette génération. Donc pourquoi pas. On parle de jeunesse, on parle de seniors, des moins de 21 ans. Rappelle-nous ton âge. J'ai 18 ans. 18 ans, donc il y a encore aussi un petit peu de temps. Peut-être pas... Mais elle était déjà médaillée à toutes les compétitions seniors alors qu'elle n'avait que 16 ans. Donc là, on a dit les principaux titres, mais en fait, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'elle est sur tous les podiums. Donc il y a une régularité assez rare dans ce milieu-là. Et en même temps, elle veut beaucoup plus que ça. Donc on va voir, on va essayer. Et comment tu gères tout ça, justement, tous ces titres, cette vie entre, j'imagine, aussi l'école et puis le karaté, comment tu fais pour gérer tout ça ? En soi, j'ai l'impression d'être comme tout le monde. Je fais parce que ça fait très longtemps quand même que j'associe entraînement, karaté, compétition et école, avec notamment la sport-études qu'on a depuis le collège. Donc pendant 7 ans, j'ai fait sport-études à Fontenay. Et du coup, j'ai un peu toujours appris à faire comme ça. Donc j'ai l'impression de faire comme tout le monde. Je vis totalement normalement. Je m'entraîne et je vais à l'école. Voilà. Elle arrive à un moment où elle se connaît vraiment bien. Donc on parlait de sérénité. Elle sait ce qu'elle aime. Je crois qu'on a appris à se construire et qu'elle se respecte elle-même pour être elle-même. C'est l'image de ce week-end. Je pense que les gens qui vont au championnat d'Europe, ils font pas 2 jours d'arbitrage. Mais en fait, elle est heureuse dans ce milieu-là. Elle est bien dans ce milieu-là. Je crois qu'elle était heureuse de participer à la vie du karaté parce que c'est sa vie, c'est sa famille. Elle se sent bien et pour gagner, il faut qu'elle se sente bien. Donc je pense qu'elle se connaît vraiment bien. Elle se protège maintenant pour pouvoir donner le meilleur d'elle-même au plus haut niveau. Et c'est tout ce qu'on te souhaite pour les championnats d'Europe. Peut-être tu reviendras pour nous annoncer une bonne nouvelle, mais on va pas aller trop vite. Un petit mot d'une discipline qui, elle, est aux Jeux Olympiques sans vouloir... non, on y reviendra. J'avais fait la transition, je me suis dit, je sais pas si je la tente. Ce week-end, c'était Auternoir-la-Roche qui accueillait la compétition Top 10 U16 de tennis de table, qui réunissait les 32 meilleurs joueurs et joueuses âgés de 10 ans. Et c'était l'occasion d'échanger avec Guillaume Simonin, responsable de la formation U15 de la Fédération française de tennis de table, sur l'essor de ce sport justement depuis les Jeux Olympiques 2024. C'est notre entretien sport de la semaine. Écoutez un extrait. Bien, je pense que le terme est faible. Elle se porte très bien, excellemment bien, parce qu'aujourd'hui on a une équipe de France qui est brillante en haut et qui est le fruit de cette formation, parce que notre équipe de France elle est terriblement jeune. Voilà, entre Alexis et Félix qui ont moins de 25 ans, et pour pas dire Félix qui vient à peine d'avoir 18-19 ans. Chez les filles c'est pareil avec Pritika et Charlotte qui ont 21 et 20 ans. Donc on a vraiment des jeunes, et à côté de ça on a des juniors filles, donc des moins de 19 ans qui sont double championnes d'Europe par équipe. On a des cadettes filles qui sont vice-championnes d'Europe par équipe. On a une équipe de France des moins de 13 ans qui est championne d'Europe par équipe mixte. La fédération de tennis de table, je pense, a été la fédération olympique qui a le plus progressé. Et ce qui a été bien, c'est que bien sûr, il y a eu l'année 24-25 qui a été, si je caricature, on était 200 000, on est passé de 200 000 à 230 000 après les Jeux en 24-25. Et là, sur la 24-26, ce qui est bien, c'est qu'on a consolidé ça, on est aujourd'hui à 250 000. C'est-à-dire qu'il y a eu le pic des Jeux, mais au-delà des pics, la progression a continué. Donc la dynamique pour nous actuellement est superbe.
Et puis cet entretien est évidemment à retrouver dans son intégralité sur tvvendée.fr. Un petit tour d'horizon des classements et des sports dont on n'a pas parlé. En hockey sur glace notamment, la 3e défaite du Ogli cette saison, 4-3 à Orléans, mais les Lyonnais qui restent leaders de leur poule de division 2 avec 29 points, juste devant Brest. En rink hockey, nouvelle victoire de la Vendéenne, 2-0 à Noisy-le-Grand. Victoire également pour le Poiré, 5-3 contre Quintin, dernier de ce championnat. Et donc au classement, vous le voyez, les Lyonnais qui sont toujours premiers et invaincus. Les Genoux qui se rapprochent des équipes de devant et qui sont 7e avec un petit matelas de points sur les équipes poursuivantes. Enfin, un petit mot de rugby en Fédéral 2, 2 défaites pour nos équipes vendéennes. Le FCY s'est incliné 37-26 à Mugron et descend donc au pied du podium. Et puis les Sablés, eux, qui ont réalisé un gros match contre l'US Castillonnaise, 2e, mais défaite 42-37. Ce qui fait que les Sablés sont 10e. Enfin, un mot de handball avec la qualification de Pouzauges en Coupe de France fédérale, 28-29 contre Saint-Nazaire. Et donc, direction le prochain tour. C'est la fin de cette émission. Merci d'être venu sur notre plateau. Et puis, bon courage, Lola, pour ce mois de février. L'émission est évidemment à retrouver sur notre site internet en replay tvvendée.fr. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Jeff, Jérôme et puis Olivier en régie. Je vous souhaite une excellente soirée et à la semaine prochaine.